Bon, il est 13h03, David. Merci à ceux qui étaient là à l'heure, et par respect pour les gens qui sont là à l'heure. Euh, on va démarrer notre meet-up. Le sujet est très très intéressant parce que le RAG fait partie de la vie de tous ceux qui font de l'IA générative de nos jours. Je ne vais pas voiler la vedette à David Lecomte, qui est notre expert SME du sujet et qui vient de la société DataStax, relativement récemment rentré chez IBM. Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole à David. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de les mettre dans le chat comme je l'ai évoqué. Je coupe ma caméra pour ne pas vous divertir, mais je suis là, je regarde les questions, s'il y a des questions, etc. N'hésitez pas. Bon, David, the stage is yours. À toi. Merci beaucoup, Alain. Et merci à vous qui vous êtes connectés aujourd'hui pour assister à ce webinaire dans lequel on va traiter en fait de l'impact de l'indexation vectorielle au sein des bases vectorielles su- pour comprendre en fait comment elles vont impacter la notion d'accuracy. Donc en fait, je me présente, donc je suis David Lecomte, je suis avant-vente chez IBM sur les technologies DataStax et j'ai eu le plaisir de faire partie de l'aventure DataStax durant cette année avant de faire partie de cette acquisition récemment finalisée. Donc en fait, pour rentrer dans le vif du sujet, peut-être que pour vous, les technologies IBM DataStax ne sont pas connues, mais d'une manière générale, il faut savoir qu'on s'est déjà rencontrés, car si vous êtes un utilisateur d'Apple, de Netflix, de Spotify ou encore si vous aimez déguster les cafés Starbucks, sans le savoir, vous utilisez nos technologies de base de données. Par exemple, chez Apple, toutes les applications qui commencent par un i euh, tournent sur nos technologies. Donc tout ça pour dire que euh, le cœur des technologies de base de données que nous utilisons sont véritablement orientés sur des cas d'usage dits business critiques qui associent plusieurs points cardinaux. D'abord, la volumétrie. On parle chez Apple de pétabytes de données. Ensuite, la latence faible, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des écritures et des lectures qui sont inférieures à, à 10 millisecondes. Enfin, la haute disponibilité associée à une scalabilité qui est linéaire, ce qui fait que on est très bien taillé pour tous les cas d'usage transactionnels qui associent à la fois euh, problématique temps réel et beaucoup beaucoup d'interactions. Tout ça pour dire que ce sont nos technologies qui, lorsqu'il a été question de mettre en place la partie vectorielle, ont été utilisées chez Wikidata. Wikidata qui est le, la fondation qui gère tous les projets wiki, notamment Wikipédia, et qui récemment est rentré a mis en place un projet pour moderniser la manière avec laquelle on va chercher dans tous les projets qu'il manage, et ce, en utilisant nos technologies vectorielles au sein de leur écosystème. Et en fait, c'est un point important à donner. Le Forrester Waiver a nommé DataStax leader, à la fois parmi les bases de données spécialisées vectorielles et les bases de données hybrides, euh, bien devant la plupart des grands ou des réputés grands de la datasphère vectorielle. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, après avoir présenté DataStax, un cas d'usage mondialement connu, Wikidata, peut-être prenons quelques minutes pour évoquer la notion de RAG.
Donc en fait, quand on définit un RAG, on va chercher à exploiter l'intelligence d'un LLM avec des données sur lesquelles il n'a pas été entraîné. En clair, on va chercher à utiliser des données dont l'entreprise dispose pour les passer comme contexte à un LLM, de sorte à ce qu'il puisse générer une réponse à une question qui soit à la fois pertinente ou accurate, et ce, dans des délais qui sont tout à fait compatibles avec une expérience utilisateur euh, basée sur des standards actuels. La difficulté consiste donc à arriver à définir un pipeline d'ingestion, de stockage et de restitution de cette information qui va avoir comme point focal, comme point nodal, la notion de vecteur. Tout simplement, on va chercher à transformer une information source en un vecteur, en une représentation numérique de cette information, pour que lorsque interrogé, on puisse retrouver les informations qui y sont liées avant d'être envoyées comme contexte à un LLM. Ce principe architectural de RAG permet en fait d'utiliser un GPT, qu'il soit public ou on-premise, avec les données que nous possédons, quels que soient ses formats ou leur multimodalité. Mais avec cette ambition viennent un certain nombre de challenges, et principalement un, celui de combattre l'hallucination. Parce qu'en fait, le problème, et vous l'avez certainement expérimenté, quels que soient les LLM que vous pouvez utiliser, que ce soit Perplexity, Claude, OpenAI et tant d'autres, eh bien en fait, indépendamment de la manière avec laquelle on va investir dans le prompt engineering, on va avoir des réponses qui parfois qui ont l'illusion du vrai, qui ont toute l'ossature du vrai, mais qui en réalité sont complètement fausses. Or, ce principe d'hallucination, qui d'un point de vue scientifique devrait s'appeler en réalité confabulation, c'est-à-dire qu'on arrive à faire créer au LLM l'apparence de la vérité, eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que par définition, les LLM sont construits pour halluciner. Ça a été documenté dans un ouvrage, dans une étude publiée sur Xarvive en septembre 2024. Et les auteurs ont bien démontré pourquoi les nécessités de créativité des LLM, qui s'ajustent en fonction de leur température, de toute façon sont intrinsèquement faits pour halluciner. Récemment, ce point de vue a été lui-même débattu et l'ancienne CEO d'OpenAI a proposé une approche qui viserait à supprimer l'hallucination des LLM. Mais ce sujet fait encore débat et pour l'heure, ce que notre expérience d'utilisateur et les projets que nous menons en production nous mènent à constater, c'est que cette confabulation est bien un problème. Le MIT a d'ailleurs cité récemment les résultats d'une étude qu'ils ont menée où 95% des projets de Generative AI échouaient en production, notamment pour les problématiques liées à la confabulation. Ce qui veut dire qu'on est entré dans une ère où la manière de gérer la problématique de l'hallucination est en fait une nouvelle monnaie. La capacité de pouvoir générer de la valeur avec des applications de Generative AI en production va être d'abord fonction de la capacité à gérer et à limiter les hallucinations. Alors traditionnellement, ce qu'on fait pour lutter contre ce problème, c'est de mettre en œuvre un certain nombre de pipelines plus ou moins compliqués qui s'appuient sur des patterns aujourd'hui documentés et qui sont d'ailleurs souvent associés sous la forme d'une équation. Les 39 techniques avancées ou patterns qui ont été référencés jusqu'à ce jour peuvent en effet se voir comme la possibilité d'être implémentés de manière unique, mais aussi les recherches montrent
qu'on a intérêt parfois à lier, à composer une équation avec plusieurs techniques avancées. Alors ça, effectivement, c'est la voie naturelle. C'est dans la construction du pipeline, on va s'adresser à la problématique spécifique du retrieval, de la query construction, de sa traduction. On va faire du LLM routing. On va chercher aussi peut-être bien en avance de phase à utiliser plusieurs techniques de chunk strategy et d'optimisation. Et pourquoi pas faire du multivecteur. Donc tout ça pour dire que première voie de lutte contre l'hallucination, c'est évidemment d'investir sur les modalités des patterns qui vont être intégrés et implémentés. Mais on va aussi pouvoir utiliser des technologies, des techniques, des approches qui vont agir sur le prompt engineering et aussi sur le memory tuning. Et ici, des outils comme Rackfix d'une part ou Leminai d'autre part sont des outils qui vont littéralement aider à booster la lutte contre la confabulation. Cependant, indépendamment de l'expertise et de la science et de l'art avec laquelle on va pouvoir implémenter ces patterns d'architecture, vont quand même laisser une hallucination résiduelle parce que d'une part, on l'a vu, par définition et par design, les LLM vont continuer d'halluciner, et par conséquent, les patterns en elles-mêmes ne suffiront peut-être pas à résoudre cette problématique phare. Alors, que faut-il faire? Quels sont les autres leviers sur lesquels vous pouvez agir pour minimiser d'une part et gérer d'autre part la problématique d'hallucination? La vision d'IBM, qui est basée sur l'approche que DataStax a imaginée côté vectoriel, et de dire que, en fait, chaque composant du RAG va avoir sa place à jouer dans l'équation de l'hallucination. Entre guillemets, le choix de la base de données vectorielle doit être stratégique dans la capacité à pouvoir minimiser cette confabulation. Je m'explique. Chez DataStax, nous avons décliné une technique qui permet, quelle que soit notre base de données, nous avons différentes versions de données qui sont aujourd'hui partie de l'IBM catalogue et qui, chacune, permettent d'optimiser l'accuracy de 20% par rapport aux bases traditionnelles du marché. Et quand je dis d'optimiser l'accuracy, c'est en fait 20% d'amélioration du F1 score. Que signifie ce F1 score? En fait, ça veut dire que on va à la fois augmenter le nombre de bonnes réponses, donc les vrais positifs, et à la fois réduire les vrais négatifs. Donc, de facto, on va optimiser et augmenter en fait le périmètre des bonnes réponses. Et à partir de là, on va donner une dynamique nouvelle au projet de Generative AI. Ça, vous allez voir, et c'est un point qu'on va creuser, c'est directement lié à la manière avec laquelle on est capable d'indexer un vecteur. Mais au-delà de tout ça, ça veut dire qu'on va pouvoir optimiser encore plus cette accuracy en ayant une base de données indexée qui, parce qu'elle est indexée d'une certaine manière, va permettre d'utiliser des modèles à la fois d'embedding et de patterns spécifiques de machine learning et de generative AI pour, par l'utilisation de ces modèles, contribuer à continuer d'augmenter ce F1 score. Et enfin, on va pouvoir aussi améliorer ce F1 score parce que cette technique d'indexation que je vais développer dans quelques instants
va permettre d'adjoindre des approches de recherche qui vont s'additionner à celles que vous avez dû entendre parler en termes de similarity search pour valoriser une nouvelle approche qui s'appelle le GraphRag. Et ce, sans avoir à ajouter une base de données graph dédiée, spécialisée. Donc en fait, vous voyez qu'au cœur de ces enjeux-là, qui contribuent tous à l'augmentation de l'accuracy, se trouve en fait un sujet, c'est la technique d'indexation vectorielle. Alors dit comme ça paraît très, très technique, mais vous allez voir, c'est en fait un sujet relativement agréable à appréhender. De, de l'accuracy a depuis maintenant près de 6 ans eu une explication de causalité, en fait, avec la notion d'indexation. Et cette relation a été posée par Microsoft en 2019, qui avait identifié en fait que toute l'approche d'indexation basée sur une logique graph en mode HSNW, très vite allait connaître des limites. Et ils ont proposé de passer de la forme HSNW qui est présente aujourd'hui dans 98% des bases de données vectorielles, que ces dernières soient spécialisées d'une part ou hybrides d'autre part, que toute cette logique-là soit fonction en fait d'un paradigme dit de DISC-KNN. Qu'est-ce que cela signifie? Alors en fait, je disais que 98% des bases de données du marché aujourd'hui sont basées sur un index vectoriel qu'on appelle HNSNW. Donc en fait, c'est un index hiérarchique et graphique qui a pour spécificité d'utiliser largement la mémoire haute d'une infrastructure et qui, dans cette mémoire haute, va stratifier des niveaux d'accès à une granularité d'informations qui va, in fine, être passé en contexte du LLM. Alors, vous voyez bien ici que sur les 3 layers qui composent le niveau de stockage en mémoire de l'index HSNW, en fait, plus on va profond dans les layers et plus on a une granularité et des relations entre les informations. Le problème est que HSNW n'est pas capable d'aller très très loin, récupérer le contexte à la fois précis et pertinent qui va être ensuite passé ou qui devrait être ensuite passé à un LLM dans son contexte. Donc de facto, on peut déjà comprendre ici que parce qu'on va passer un contexte qui est juste limité à celui qui est disponible en mémoire et en plus dans les couches hautes, donc on ne va jamais être capable d'arriver au layer 0, ou rarement. Et par conséquent, le niveau d'information imprécis qu'on va passer au LLM ne pourra générer que des réponses imprécises, voire fausses. Et lorsqu'il est question d'aller chercher de la granularité d'informations pertinentes sur disque, en fait, typiquement, les bases de données basées sur ce type d'indexation n'arrivent pas à récupérer cette information, elles restent en mode attente, ce qui crée un impact significatif sur la performance. Mais ce n'est pas tout. Un autre aspect qui bien sera rajouté en fait avec cet index, c'est celui de la concurrence des accès. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un index bloquant, index qui va nécessiter de désynchroniser l'écriture et la lecture. Index qui va imposer des opérations séquentielles, donc avec une file d'attente et par conséquent avec une latence. Et lorsque vous rajoutez une problématique d'accuracy à une problématique de performance,
vous ruinez les deux grands aspects qui génèrent l'adhésion des utilisateurs finaux. Une des raisons pour lesquelles cet index est bloquant est qu'il met les différentes actions en séquence et qu'il est single-threaded. Par conséquent, tous les use cases qui vont avoir une dynamique temps réel, je pense à la fraude, je pense à tous les use cases où on a besoin de mettre à jour les vecteurs très fréquemment. En fait, la plupart des applications aujourd'hui sont basées sur une logique temps réel, avec des notions de mise à jour. Si je veux utiliser l'application de Generative AI pour questionner des modifications de profil de mes utilisateurs pour faire une opération marketing, évidemment, ces questions ont un certain poids. De la même manière, si je veux optimiser le parcours d'un consommateur sur mon site web, toute cette logique se fait en temps réel. Mais à cause de ces problèmes posés par la séquentialité, évidemment, ou plutôt l'obligation de séquentialité, évidemment, ça va être un problème majeur. Alors du coup, nous, à DataStax, on a imaginé un index qui tire les leçons de ces problématiques-là et qui exploite en fait les recherches que Microsoft avait d'ores et déjà réalisées en 2019. Cet index s'appelle JVector. Il est open source et c'est un index qui n'est pas bloquant. Et que va faire JVector? Il va faire plusieurs choses. D'abord, il est écrit en Java, donc il va améliorer la performance. Après, il va multiplier les threads, donc il va pouvoir gérer les problématiques liées à la concurrence des writes et des reads, donc très bien pour les approches qui nécessitent beaucoup d'updates, très bien pour les approches temps réel. Et de la même manière, dès lors qu'un index va être écrit, il va être indexé. Et cet index va permettre par sa structure de quantiser l'information avec un très faible taux de perte. Parce que ça, c'est un enjeu. Arriver à réduire la taille de l'index pour le rendre plus performant en restitution, en termes de latence, en sacrifiant le moins d'informations pertinentes, de sorte à garder une accuracy élevée. Et ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut encore être capable de se départir de la problématique de HSNW qui est de stocker l'information en mémoire, pour ici, avec JVector, être capable d'aller la stocker sur disque d'une part, et surtout de pouvoir l'exploiter sur disque. Ça veut dire en réalité d'avoir un index qui est capable de valoriser l'intégralité des strates d'architecture qui concernent le stockage vectoriel. En ayant un index qui est quantisé avec un faible taux d'erreur, avec une perte minimale, on garde le contexte le plus important qui soit. Et parce qu'on est capable d'exploiter le disque, on est capable d'aller chercher très rapidement un contexte qui est à la fois précis et pertinent. Et c'est ce contexte précis et pertinent qui va être envoyé au LLM. Et vous comprenez pourquoi, à partir de là, le choix de l'index est capital pour avoir une meilleure accuracy. Ça tient à la capacité de valoriser en fait les différentes couches matérielles pour aller chercher une information qui est à la fois précise et pertinente. Ça, c'est la grande vertu et les grands avantages de JVector. Et à partir de là, on va pouvoir offrir un spectre d'utilisation de la base vectorielle beaucoup plus large. Mais avant d'aller sur ce sujet, laissez-moi vous démontrer par les chiffres en fait ce que cela signifie. Et notamment par rapport à la comparaison qu'on peut faire avec Pinecone donc, et AstraDB. AstraDB est une base de données managée IBM, qui est une base de données DataStax, et Pinecone, qui est une base de données vectorielles spécialisée. Comme vous le voyez sur ce slide,
Pinecone qui utilise HSNDW. On a pris ici Pinecone, mais on aurait pu prendre n'importe quelle base de données vectorielle spécialisée ou hybride utilisant du HSNDW. En fait, ces bases-là sont obligées de dissocier la partie indexing de la partie lecture. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est le nombre d'opérations par seconde que la base est capable de faire en matière d'écriture et de lecture. Comme vous le voyez par contre avec AstraDB, qui est une base de données IBM qui utilise JVector, on augmente le nombre d'opérations par seconde et surtout on ne les dissocie pas. C'est-à-dire qu'une information écrite est une information qui est indexée et directement accessible à la lecture. Il n'y a pas de décalage entre la fin du processus d'écriture qui, sur les bases utilisant HSNDW, est très lent, comparé à la capacité de pouvoir écrire l'intégralité d'un dataset, de l'indexer et de le rendre disponible en lecture. Donc là, c'est très important de prendre cette mesure-là parce que associé à une amélioration de l'accuracy se trouve associé à une amélioration de la latence, par conséquent de la performance et donc de l'expérience utilisateur. Sans me répéter, vous aurez compris que la capacité d'utiliser l'intégralité des couches matérielles de la mémoire au disque sont ici le fait générateur en fait de l'amélioration des performances d'accuracy et de latence. Plus précisément encore, lorsqu'on voit l'impact de l'utilisation du disque, ici vous avez en fait la vitesse de recherche entre les deux index. Et vous voyez que le rapport est de 12. Je fais un minimum de 12 fois plus de requêtes par seconde sur la même question, même dataset, avec JVector que je ne peux le faire avec HSNDW. Ça a un impact significatif. Ça veut dire que dès lors, à accuracy égale, vous aurez besoin d'adresser un nombre supérieur de requêtes, eh ben, vous devrez avoir une footprint soit beaucoup plus importante en utilisant des bases de données spécialisées basées sur HSNDW, ou au contraire, avoir une architecture beaucoup plus light, réduite, et par conséquent un meilleur TCO si vous utilisez une base de données qui valorise JVector. Parce qu'évidemment, dans cette course à l'accuracy, il y a toujours le pendant financier, économique. Quel est le prix de cette accuracy? Eh bien ici, avec nos bases de données IBM qui valorisent JVector, on arrive à la fois à promouvoir en fait des use cases avec un meilleur throughput, jusqu'à 9 fois plus, qui peuvent être 74 fois supérieurs pour le P99 des requêtes, avec une meilleure accuracy et un meilleur TCO. Parce que la footprint hardware nécessaire pour pouvoir obtenir ces résultats est largement diminuée du simple fait de l'index. Donc, vous voyez ici que mettre en place un RAG et passer des journées hommes sur les patterns, bien sûr, c'est nécessaire, mais pour compenser par les patterns un minimum de 20% de F1 score, c'est très challenging. Ça nécessite un surinvestissement qui, à un moment donné, n'aura que des effets marginaux sur la capacité à optimiser les réponses correctes que l'on souhaite que les utilisateurs puissent se voir envoyer. Donc, à partir du moment où on a une base de données qui est optimisée pour la performance, à la fois en termes d'accuracy et de latence, est-ce
que ça va permettre de traiter d'autres aspects encore plus compliqués de la mise en place du RAG. Et en fait, oui. Parce que tous les embeddings, quand vous générez un vecteur, ne sont pas égaux. Les modèles d'embedding sont plus ou moins enrichis, plus ou moins pertinents pour certains use cases. Par exemple, lorsque vous avez besoin de multilangues avec des approches écrites ou phoniques ou phonétiques. Vous avez des embedding models qui sont spécialisés par secteur d'activité, par métier. Certains ont aussi des dimensions culturelles. D'autres sont à la fois spécialisés dans un domaine d'activité avec une dynamique, avec une enveloppe multilangue et peut-être encore d'autres aspects nécessaires en termes de suppression des biais culturels et ce genre d'aspects. Donc en fait, tous les embedding models ne sont pas équivalents. D'autre part, tous les documents ne peuvent pas, ou tous les data objects qui sont à vectoriser n'ont pas le même format, la même structure, et parfois sont même multimodaux par nature. Imaginez un PDF qui contient non simplement du texte, mais aussi des graphiques, des images, des tableaux, des citations, des formules mathématiques très compliquées et très longues. Vous ne pouvez pas avoir ce type de document chunké d'une seule et même manière, donc réparti en différentes pièces qui vont être ensuite envoyées à l'embedding model pour être transformé en vecteur. Ce vecteur stocké en base de données et in fine indexé. Vous allez avoir besoin de multiplier les chunking strategies qui donneront plusieurs chunks pour un même document et chaque chunk pourra être embeddé avec différents embedding models plus ou moins spécialisés qui généreront pour un même objet plusieurs vecteurs. Sauf qu'avec un vecteur, on ne stocke pas qu'une suite allant de 0.00xxx à 0, enfin à 1. En fait, on doit aussi associer les références de chunk et des métadonnées qui peuvent être imbriquées. Dès lors, il va y avoir une inflation de data et des quelques gigas que vous constatiez en lab ou en prototypage, eh bien, vous allez voir en production arriver des téraoctets de données. Et ces téraoctets de données, il faut être capable de pouvoir les écrire rapidement et de pouvoir les lire rapidement, tout en préservant le même niveau d'accuracy. Donc il faut à la fois un index qui soit non bloquant, mais capable de traiter toutes ces écritures, et bien sûr derrière, leur mise à jour. Je vais prendre l'exemple d'un embedding model qui s'appelle Colbert V2, et qui a une capacité d'enrichissement sémantique très importante, qui se traduit d'ailleurs par, concrètement, pour voir l'impact, entre un embedding model de type OpenAI V3 Small, où on va avoir un dataset de 61 gigas de données vectorielles générées. Avec Colbert, on a 12 fois plus. Donc non seulement il faut être capable de les stocker, puis de les indexer, puis de les requêter, parce qu'un périmètre multiplié par 12, à une échelle de téraoctets, je vous laisse imaginer les impacts. Donc c'est ici qu'il faut savoir comprendre comment la navigation dans l'index se fait lorsque la volumétrie associée à un stockage vectoriel se réalise. Entre guillemets, pour pouvoir utiliser des embedding models qui vont être enrichis, qui vont apporter une précision supplémentaire et de la pertinence supplémentaire à votre information initiale, c'est fondamental parce que c'est la clé de la réalité en fait du contexte.
Pour passer un bon contexte à un LLM, il faut deux choses. D'abord, avoir très peu de perdition dans la manière avec laquelle vous transformez l'information source en vecteur. Et deuxièmement, être capable de récupérer ce vecteur pour le passer au LLM. Et par conséquent, il faut que l'index réponde à ces deux problématiques. C'est exactement ce que fait JVector. Mais il faut aller beaucoup plus loin que cela. En réalité, il faut imaginer que dans l'hyperspace des vecteurs, tout n'est pas propice pour avoir une forte accuracy à se satisfaire d'une recherche par similarité. En effet, dans l'hyperspace, vous pouvez avoir des sujets qui sont très éloignés les uns des autres, des notions très éloignées. Et dans ce cas, naturellement, si vous avez une approche de recherche par similarité, vous ne retrouverez pas le bon contexte, parce que mathématiquement, c'est trop éloigné. Donc ce qu'il faut, c'est trouver une manière adjacente, lorsque on comprend que la recherche par similarité n'est pas optimale, de basculer sur un mode de recherche qui soit différent, qui va justement permettre de recréer les relations avec des objets qui sont éloignés par nature. Et ça, il faut être capable de le faire au sein même de la database, en explorant et en exploitant les index qui sont déjà constitués. Et donc, c'est cette notion de data ubiquité qu'il faut avoir. Donc, en fait, il faut un index qui permette à la fois d'optimiser l'accuracy, tout en ayant des performances importantes, tout en ayant la capacité d'adjoindre des embedding modèles très complexes qui sont eux-mêmes porteurs de contextes beaucoup plus granulaires et beaucoup plus précis. Et enfin, un index qui permette la combinaison habile et pertinente entre un mode de recherche par similarité d'une part et un mode de recherche en mode graph d'autre part. Donc en fait, typiquement, on peut imaginer que lorsque les objets sont éloignés dans l'hyperspace, il faut chercher à les rapprocher, donc il faut réussir à créer des relations entre ces objets. Pour ça, on va utiliser des techniques graphes qui vont consister non pas à utiliser les entités classiques et les edges classiques, mais à se baser sur l'exploration graphe des chunks qui ont servi à la génération des embeddings. Ce qui fait que on va pouvoir associer à la fois la recherche par similarité et les liens qu'on a pu extraire et recomposer à partir des chunks. Et c'est cette approche-là qui va faire que on va pouvoir optimiser en fait les opérations et trouver des solutions aux limites imposées par la recherche par similarité. Alors typiquement, il y a des solutions qui existent, hein, mais vous voyez, entre certaines implémentations qui sont très verbeuses et par conséquent qui se traduisent par de la performance, de la latence, et encore une fois, une contribution à la diminution de l'accuracy, lorsqu'on utilise en fait des technologies qui ont été par design basées pour contourner ces difficultés, eh bien en fait, on est sur des approches beaucoup plus optimales et par conséquent, les résultats se font ressentir tout de suite. Typiquement ici, on a cherché à indexer les chunks relatifs à la base de données intégrale de Wikipédia. Donc en fait, typiquement, si vous utilisez une approche traditionnelle, vous mettez 6754 heures d'indexation. Donc d'écriture de la base pour pouvoir la mettre à disposition en lecture aux utilisateurs. Bon, c'est impossible à imaginer pour des logiques de production. Par contre, quand vous créez le graphe avec JVector, eh bien, ça va mettre 2 heures et demie.
Et l'impact, il est autant basé sur l'économie en temps que l'économie financière. Ça aurait coûté autour de 60 000 $ dans un mode classique. Ça coûte le temps de le dire avec l'approche qui valorise in fine la partie J-vector. Donc c'est loin d'être neutre, parce qu'effectivement, là aussi, quand vous allez comprendre que quand on est capable de mettre en place un routing intelligent entre la partie Similarity Search et la partie Graph Store, qu'on regarde, qu'on mesure les écarts d'erreur, et qu'on comprend qu'il faut privilégier la réponse basée sur le graph RAG, eh bien, on apporte un meilleur contexte qui, par définition, va apporter une meilleure accuracy. Alors, je ne vous ferai pas une démo aujourd'hui, mais je vous expliquerai en fait ce qu'on fait sur certaines de nos bases. Donc là, il se trouve que JVector, dont j'ai beaucoup parlé, est un projet open source. Et si vous allez sur le JVector open source website, vous allez voir que dedans, il n'y a pas très peu de mentions, ou quasiment pas de mentions relatives aux bases de données DataStax et IBM. Par contre, quand vous allez dans la documentation IBM, les références à JVector sont plus nombreuses. Et là, vous avez typiquement un exemple de deux objets qui sont très éloignés dans l'hyperspace, puisque un ne référence pas l'autre. Par conséquent, la recherche par similarité dans ce cas peut poser certains problèmes. Donc, ce qu'on a fait ici, vous voyez, je vous ai fait un extract d'un composant Langflow, qui est un IDE qu'on utilise pour créer des RAG pipelines, et qui utilise en fait la recherche type par similarité. Ici, sur la partie gauche de l'écran, on utilise la recherche par similarité, et j'ai une réponse qui, ma foi, lorsque je pose la question sur quel est l'index vectoriel utilisé par AstraDB, j'ai une réponse qui est correcte, mais comparée à ce que je vais avoir si j'utilise une partie graph, ici, dans l'exemple, sur une recherche de type traversal, donc on va chercher à lier les chunks entre les edge chunks et les vertex, ben en fait, on s'aperçoit que la réponse est beaucoup plus longue, elle est aussi beaucoup plus structurée, aussi beaucoup plus précise. Ce qu'on conclut, c'est que on a donc gagné en accuracy et on a à la fois maintenu ou amélioré une performance raisonnable qui reste dans un SLA défini, en ayant utilisé le bon mode de recherche en fonction du placement des objets ou des data objects dans l'hyperspace. Tout ça pour donner et conclure sur un exemple où vous voyez l'impact direct d'une logique d'indexation, d'un paradigme d'indexation, et plus précisément de l'index J-vector, sur les capacités vectorielles et la qualité en restitution que vous aurez sur un pipeline RAG. Il reste quelques minutes pour des questions. Peut-être en avez-vous? Oui, alors David, merci, c'était extra cette présentation. J'ai une question. Alors, il y avait une question de Noureddin, je pense avoir répondu concernant si on doit indexer les données avant ou après l'injection. Mais il y a une question d'abord, si tu veux traiter cette question-là, est-ce que, alors, Olivier dit, si je comprends bien, JVector tire ses performances de son exploitation de Cassandra. Il augmente l'accuracy en étant capable de descendre au layer 0, alors que les vecteurs VDBMS s'arrêtent bien avant les layers basses. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire Ok. que, euh, qui plus est, les bases de données relationnelles n'ont jamais été conçues pour adresser des problématiques de user-facing au sens application de retail,
de clients. C'est pour ça que le NoSQL est né et que Cassandra est né. Et donc, il faut être capable sur tout ça de bien comprendre que déjà, une base de données relationnelle vectorielle n'aura jamais les capacités temps réel et les capacités de query throughput et de latence qu'une base NoSQL aura. Après, reste la question de savoir si la base NoSQL en question exploite du HSNW ou un vecteur de type DiskNN dont JVector fait partie. Et JVector se caractérise par le fait que c'est une implémentation multithreadée en Java qui, par ces capacités-là, est parfaitement conçue pour travailler avec Cassandra. Et par conséquent, on a pu garder sur un backbone Cassandra composé des variables d'équation liées à la haute disponibilité, la scalabilité linéaire, la latence inférieure à 10 millisecondes, euh, et des data volumes importants, tout ce qui est nécessaire aujourd'hui pour du vecteur. En sachant que ce qu'on voit aujourd'hui comme une approche RAG devient agentic RAG. C'est-à-dire que par nature, les agents vont créer beaucoup plus de throughput. Donc l'interrogation vectorielle, elle va largement croître avec le temps, du simple fait de la modification du RAG vers l'agentic RAG. Et d'une manière générale, dans la valorisation et dans l'utilisation en fait des vecteurs du fait des agents. L'autre aspect aussi que je n'ai pas abordé durant cet aspect-là, c'est que le bénéfice de cette vectorisation indexée telle que JVector le fait, est que ça profite à tous les cas d'usage liés à la vectorisation, c'est-à-dire la recherche sémantique d'une part, bien sûr, mais aussi toute l'utilisation vectorielle que vous pouvez faire pour entraîner vos modèles d'AI. Donc là, on rentre en fait dans une logique de plateforme vectorielle. Ce qui se traduit par une nouvelle possibilité de valoriser des couches hardware et logicielles qui, in fine, sont relativement coûteuses. Donc, c'est de ça dont il est question. Ouais. Donc, bien faire la distinction entre le fait que toutes les bases de données vectorielles ne se valent pas indépendamment de leur indexation, du simple fait de leur structure sous-jacente. Les bases relationnelles ont beaucoup d'atouts. Dès lors que la performance est en jeu, elles en ont beaucoup moins. Euh, pour du batch, des cas d'usage très restreints, identifiés, très peu risqués, pourquoi pas. Après, derrière, les applications euh, véritablement, véritablement génératives, elles, ont besoin de souches NoSQL qui utilisent des index très clairs. Et permettez-moi de, peut-être aurais-je dû répondre à la question simplement et plus directement au travers d'un cas client. Connaissez-vous Klarna? Klarna est une société danoise pardon, finlandaise, qui est spécialisée dans le fractionnement des paiements auprès des retailers, que ce soit online ou en magasin. Donc, au moment de l'achat, vous pouvez décider de payer avec un paiement échelonné et Klarna vous donne une autorisation en temps réel et va vous permettre du coup d'adoucir un petit peu le rythme de vos paiements. Klarna est une société qui est AI native, c'est-à-dire qu'elle a bâti l'intégralité de son business model en valorisant des couches d'artificial intelligence d'une part et de generative AI d'autre part. Et pour ces use cases-là, utilise les technologies DataStax IBM pour leurs propriétés vectorielles. On parle ici de plusieurs milliards de vecteurs. On parle ici d'interactions temps réel à l'échelle au minimum de l'Europe, avec une extension à l'international. Et quand on dit ça, on dit qui plus est sur des données qui sont à la fois ajoutées et à la fois mises à jour. Klarna
C'est une prochaine société à regarder de très près si vous voulez acheter des actions d'une société qui va connaître un succès phénoménal. Vraiment. Et là, c'est un exemple concret dans un domaine où on n'a pas droit à l'erreur, les paiements, la banque, les fintechs. Voilà, David, je me permets d'aller un peu plus vite parce qu'il nous reste quelques petites minutes. Alors, il y a une autre question de Tammy qui dit, pourriez-vous réexpliquer à quel moment intervient J-Vector dans la pipeline RAG? très bien. Alors, apparemment, dans les schémas, il y en a un qui a montré les différentes étapes, certainement. Mais côté query, qu'est-ce qui fait qu'on comprend mieux sémantiquement la query? Très bien. Donc, je pense que tu peux lire toi-même mais bon, je fais mon travail de médiateur. Vas-y, à toi. Très bien. Alors, en fait, pour faire le RAG, qu'est-ce qu'on fait? On prend un document, on le chunk, c'est-à-dire qu'on le coupe en différentes parties logiques, et ces chunks vont être embeddés, c'est-à-dire qu'ils vont être passés à un modèle dont le rôle est de transformer cette information, ces chunks, ces différents chunks, en vecteurs. Un vecteur, c'est une suite de flottes qui vont de 0 à 1. Et c'est ça qu'on va stocker dans la base vectorielle. Une fois que ce vecteur est stocké, pour pouvoir être interrogé, il faut qu'il soit indexé, comme dans une base classique. Une fois que vous avez inséré vos données dans Oracle ou Postgre ou dans MySQL, vous allez indexer cette information. Et souvent, enfin, très régulièrement, vos index, quand vous faites un batch, vous les indexez à la fin. Avec JVector, dès que vous écrivez un vecteur, il est automatiquement indexé. Donc même quand vous faites un batch, à chaque microseconde d'insertion, un index est généré sur l'information qui vient d'être stockée. Et la beauté, c'est qu'on peut le faire à l'échelle de millions de writes par seconde. On est capable de traiter 3000 opérations par seconde et par vCPU. Par conséquent, une fois qu'on a l'index généré sur les writes et que cet index est non bloquant, on va pouvoir immédiatement le mettre à disposition pour des requêtes utilisateurs qui vont interagir avec un LLM. Donc typiquement, quand vous êtes Klarna, vous avez besoin que ce processus-là se fasse en quelques millisecondes entre le moment où vous payez à la caisse, où vous décidez de la fraction de paiement et de votre acceptation de la proposition Klarna. Et donc tout ce processus-là, on parle de 30, 40, peut-être au maximum 80 millisecondes. Donc c'est comme ça que c'est à ce moment-là du pattern, du pipeline que le, que, que l'index est créé d'une part et interrogé d'autre part. On a peut-être le temps de répondre à une question. Noureddin qui demande, est-ce qu'on a besoin de LLM pour créer l'index et aussi pour le search après ou juste pour créer un index? Vous n'avez pas besoin de LLM pour créer un index. Vous avez besoin d'un embedding model pour créer un vecteur. D'accord? Voilà. Donc là où ça peut être un petit peu compliqué parfois à comprendre, c'est que des sociétés qui produisent des LLM fournissent aussi des modèles d'embedding. OpenAI est dans ce cas-là, Mistral est dans ce cas-là, Cohere est dans ce cas-là. Euh, mais en fait, il faut bien faire la distinction entre un embedding model d'une part, qui sert à construire le vecteur enrichi sur une base sémantique, d'un LLM, qui est un générateur de texte. Voilà. Excellent.
David, c'était génial, c'était formidable ta présentation. Je pense que tout le monde est, alors les gens ne parlent pas, ne se montrent pas, mais je pense que vu les commentaires, tout le monde est de cet avis. Merci Merci beaucoup. beaucoup pour ta présentation, c'est excellent, c'était excellent. Alors pour ceux qui sont en ligne, on va diffuser la vidéo de cette présentation. Et le lien va être posté sur LinkedIn ou sur notre chaîne Meetup. Donc, dès le moment où on va faire un peu de coupage des minutes en trop de la vidéo, ça va être diffusé. Donc, si vous voulez réécouter, vous pouvez le faire. Et merci à tous d'être là. Surtout merci à David pour son temps. Il est très, très occupé. Il m'a accordé 1 heure pour faire cette présentation. Et à bientôt pour d'autres thèmes et d'autres meet-up. Merci à tous. Bon Merci à après-midi, au tous. revoir. Au revoir.